Dans un instant, comment photographie-t-on les confins de l'univers avec le plus gros télescope du monde? Comment fabrique-t-on des armes non létales qui immobilisent sans tuer? Mais tout de suite, vous allez le découvrir dans Comment ça marche? L'invention du turboréacteur par Frank Whittle dans les années 50 révolutionne le monde de l'aéronautique. Le turboréacteur donne alors naissance à une nouvelle génération d'avions. Des avions expérimentaux franchissent le mur du son et atteignent des vitesses de 3500 km/h. Des constructeurs de réacteurs les plus réputés. Voici l'usine de production des aubes de turbines et le centre de test de Rolls-Royce à Derby, en Angleterre. Rolls-Royce est l'un des plus grands constructeurs de turboréacteurs au monde et il est à la pointe de l'innovation dans ce domaine. Un réacteur vise à générer de la poussée en expulsant les gaz d'échappement à grande vitesse. Pour cela, les aubes de la soufflante, à l'avant du réacteur, aspirent d'énormes volumes d'air. Cet air est ensuite comprimé avant d'être envoyé dans la chambre de combustion où il est mélangé au carburant puis enflammé. Les gaz pulsent alors l'avion vers l'avant. Un réacteur. Mais pour obtenir un moteur puissant, un élément est particulièrement essentiel. Il s'agit des aubes de turbine. L'aube de turbine est absolument essentielle au réacteur. C'est la partie du réacteur qui génère la poussée nécessaire à la propulsion de l'avion. Chaque aube de turbine génère 10 fois plus de puissance qu'un moteur ordinaire d'automobile. Mais elle est soumise à une incroyable contrainte mécanique. Placées derrière la chambre de combustion, là où la pression est la plus forte, les aubes sont exposées à des températures de près de 1400 degrés. Cette température et cette pression expliquent pourquoi les réacteurs modernes sont plus performants que jamais. Mais la fabrication d'aubes de turbine capables de résister à de telles contraintes est un défi majeur pour Rolls-Royce. Chaque aube est d'abord conçue à l'aide d'un programme de CAO, conception assistée par ordinateur. Pour résister à des conditions aussi difficiles, l'aube devra être élaborée avec une précision extrême. Rolls-Royce emploie donc des techniques très ingénieuses. Le modèle obtenu avec la CAO est d'abord transformé en moule de cire. Ce moule servira à réaliser une aube avec un superalliage à base de nickel. Le moule va favoriser un processus que l'on appelle la monocristallisation. La plupart des métaux sont constitués de nombreux cristaux. Mais un métal monocristallin supporte, lui, des températures bien plus élevées. Les aubes moulées sont ensuite acheminées vers une ligne de production automatisée située dans un environnement à température régulée. Là, on va entamer la tâche délicate du façonnage des aubes en utilisant une meuleuse Makino. Elle travaille selon 5 axes différents et respecte minutieusement les données de la CAO. Pour ce faire, elle est équipée d'un appareil de mesure de coordonnées. Ce dernier peut prendre des mesures depuis n'importe quel angle, qui peuvent ensuite être comparées à la spécification.
Une fois en place, chaque aube de turbine sera exposée à d'énormes contraintes. Elle doit donc être fermement ancrée. La solution consiste à usiner son pied afin de lui donner une forme caractéristique. Grâce à cette forme en sapin, elle restera parfaitement en place à l'intérieur du réacteur. Ensuite, pour permettre à chaque aube de se refroidir pendant le fonctionnement de la turbine, on perce de minuscules trous de 310 microns de diamètre sur toute sa longueur. Pour réaliser de tels trous, on utilise des électrodes creuses en laiton, capables de percer le superalliage de nickel. Lorsque le réacteur fonctionne, l'air frais passe à travers ces perforations et empêche l'aube de fondre. Grâce à cette innovation, on produit aujourd'hui des réacteurs extrêmement performants. Chaque phase de la fabrication est soigneusement contrôlée par un homme, un ordinateur et enfin des fibres optiques. Malgré toute cette attention, le réacteur ne sera installé sur un avion qu'après avoir été testé. Dans ce bâtiment doté d'un mur creux de plus de 3 mètres d'épaisseur, on teste chaque réacteur à pleine puissance. Cela permet aux ingénieurs d'obtenir un profil complet des performances du réacteur sans même quitter le sol. Aujourd'hui, ils testent un Trent 1000. 3, 2, 1, démarrage. Ce réacteur de 5e génération développe 34 tonnes de poussée et il équipera le nouveau Boeing 787. Cet avion doit entrer en service cette année, en 2008. Son lancement est prévu pour les Jeux Olympiques de Pékin. Nos réacteurs doivent donc être prêts pour cette date et même avant. Mais on ne teste pas seulement sa fiabilité. Tous les ans, on recense plus de 10 000 collisions avec des oiseaux aux États-Unis et dans ce cas, il doit pouvoir continuer à fonctionner. Le réacteur n'obtiendra sa certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et de Rolls-Royce que s'il reste opérationnel. Alors, la prochaine fois que vous vous rendrez aux Bahamas pour vos vacances, à Denver pour vos affaires, ou que vous regarderez les traînées dans le ciel, n'oubliez pas que c'est une pièce. Dans un instant, nous verrons comment on fabrique des armes qui immobilisent sans tuer. Et nous explorerons les confins de l'univers avec le plus puissant télescope du monde. Tout de suite dans Comment ça marche? Il y a deux choses que vous devez savoir sur 2015. 1, ça va aller vite. 2, ça va faire du bruit. Accrochez-vous! Tenez-vous prêts pour Americars saison 2, inédit tous les samedis à 21h35 sur Discovery. Mesdames, Messieurs, en raison de possibles chutes de neige, les horaires des trains sont susceptibles d'être modifiés. Ok, c'est parti! Le temps c'est de l'argent, l'argent c'est du temps. Faut qu'on répare. Un autre jour sous les tropiques. Alaska Express, inédit, bientôt sur Discovery. L'espace. Depuis l'aube des temps, l'homme observe les étoiles en se demandant ce qu'elles cachent. Malheureusement, l'exploration de l'univers à bord d'un vaisseau spatial relève encore de la science-fiction.
Alors comment les scientifiques observent-ils les confins de notre galaxie? Comment ça marche? En début de soirée, dans le Colorado, la Boulder Astronomy and Space Society se prépare pour une nuit d'observation des étoiles. Aujourd'hui, même les astronomes amateurs disposent d'un matériel tout à fait impressionnant. Grâce à des servomoteurs commandés par ordinateur, ces télescopes peuvent suivre la trajectoire des objets célestes, tandis que leurs grands miroirs les grossissent 200 fois. Mais si vous voulez explorer les confins de la galaxie, il vous faut autre chose. Le grand télescope binoculaire situé dans l'Arizona. Des images 10 fois plus précises que celles du télescope Hubble. Il est si puissant que si un ballon de football flottait à 6500 km dans l'espace, on pourrait non seulement le voir, mais aussi lire le nom de son fabricant. Cette fabuleuse installation est conçue pour observer les limites de l'univers qui se trouve à une distance de 12 milliards d'années-lumière. Lors de sa construction, qui a duré 20 ans et coûté 120 millions de dollars, il a fallu surmonter d'importants défis techniques. C'est au docteur John Hill que la direction des travaux a été confiée. Le plus délicat est de comprendre ce qu'attendent les astronomes et d'évaluer les possibilités techniques. Mais les astronomes exigent toujours beaucoup plus que ce qui est techniquement et financièrement réalisable. Le problème avec l'observation de ces galaxies est que leur lumière arrive difficilement jusqu'à nous. Il faut donc disposer d'une immense surface pour pouvoir la capter. La solution a été adoptée non pas pour un, mais pour 2 miroirs géants. Chacun de ces miroirs présente un diamètre de 8,40 mètres, ce qui permet d'obtenir une surface combinée de 111 mètres carrés. L'autre télescope est 1 million de fois plus qu'un œil humain. Même si le ciel nous paraît obscur, il est ici illuminé par des milliards d'étoiles. Grâce à leur forme, ces miroirs concentrent la lumière et fournissent une image grossie 5000 fois. Vous avez peut-être chez vous des jumelles de 7 par 50. Cela signifie qu'elles grossissent l'image jusqu'à 7 fois et que le diamètre des lentilles est de 50 mm. Eh bien ici, on a des jumelles de 5000 par 8400. Malheureusement, la plus légère imperfection à la surface d'un miroir risque de disperser la lumière et de troubler l'image. La difficulté pour les constructeurs de ce télescope est donc d'obtenir les miroirs les plus lisses jamais fabriqués. Ils choisissent donc de confier leur fabrication au laboratoire des miroirs de l'Université d'Arizona à Tucson. Ce laboratoire produit les miroirs les plus lisses du monde. Sachant qu'un miroir en verre de 8 mètres pèse 80 tonnes, ils décident de le remplacer par un moule en nid d'abeille, tout aussi rigide, mais qui offre l'avantage de limiter le poids à seulement 18 tonnes. Ensuite, ils remplissent ce moule de blocs de borosilicate, un verre mieux connu sous le nom de Pyrex. Le verre et le moule sont placés dans un four et chauffés à 1180 degrés. À cette température, le borosilicate a la consistance du miel liquide, ce qui est parfait pour remplir une structure en nid d'abeille. Pour amplifier la lumière de ces lointaines galaxies, le miroir doit être aussi légèrement incurvé. On va donc lui donner la forme d'une parabole en le faisant tourner sur lui-même à l'intérieur du four, de manière à ce que le centre soit moins épais que le bord. Le verre est ensuite refroidi et poli avant de recevoir la couche réfléchissante en aluminium.
Cette couche est si fine qu'il ne faut que quelques grammes d'aluminium pour recouvrir la totalité de la surface. Une fois le miroir terminé, sa surface a une précision d'1 millionième de centimètre. Les aspérités sont 3000 fois plus fines qu'un cheveu. Si le miroir était aussi grand que les États-Unis, elle ne dépasserait pas 1 centimètre de hauteur. Un ordinateur définit l'image finale et réalise ces étonnants clichés de galaxies. Avec ce télescope, les astronomes espèrent découvrir des planètes semblables à la Terre et qui, jusqu'ici, étaient trop petites pour être observées. On est loin de l'image traditionnelle de l'astronome penché sur son télescope pendant les nuits glaciales. Les astronomes d'antan travaillaient dans le froid. Ceux d'aujourd'hui sont assis dans une salle informatique chauffée. Il y a encore des amateurs dehors. Grâce à ce télescope, nous pouvons observer l'espace comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Aujourd'hui, les policiers sont confrontés à des individus de plus en plus violents. Levez les mains en l'air! Allez-vous-en! Lâchez ça! Alors, comment les policiers parviennent-ils à maîtriser ces dangereux suspects? Lâchez ce tuyau! Comment ça marche? Aujourd'hui, d'une nouvelle génération d'armes non létales. Voici le sergent Nunchaku. Tu avances et tu essaies de le maîtriser. Et moi, je viens comme ça et je te tiens. Couche-toi, couche-toi, couche-toi. Le but est de maîtriser ces individus sans avoir à recourir à la force ou à des prises qui pourraient les blesser. Ça se limite simplement à ça. L'OPN a été adopté par plus de 200 unités de police aux États-Unis. Et il est conçu pour maîtriser un agresseur non armé lors d'une arrestation ou pour l'autodéfense. Il est étudié pour ne causer aucune fracture, contrairement à son ancêtre japonais. C'est une version en plastique, en polycarbonate, avec une surface antidérapante, un élastique qui vous permet de le plier. Et la partie en plastique est souple. D'accord? Vous allez me suivre, monsieur. Vous allez me suivre. L'OPN est un progrès important par rapport à la matraque, mais il n'est utilisable que contre un individu désarmé. Dans le cas inverse, la police utilise une autre technologie. Levez les mains en l'air! Ici, chez Paperball Technologies Incorporated à San Diego, on produit une arme permettant d'immobiliser un assaillant grâce à du poivre. Le poivre irrite la gorge, le nez et les yeux, ce qui gêne et désoriente l'individu pris pour cible. Il est utilisé depuis longtemps sous forme d'aérosol, mais l'inconvénient est que cela implique de s'approcher du suspect. Les balles mises au point par Paperball remédient à ce problème. Elles contiennent du pava, un dérivé du poivre très puissant. Le caractère piquant du poivre est dû aux molécules de capsaïcine et le pava est constitué de capsaïcine 2, la plus forte de toutes. On le produit chimiquement pour obtenir une bonne homogénéité. L'autre difficulté concerne l'enveloppe. Lors du tir, elle est propulsée à la vitesse de 100 mètres secondes, sans exploser. Ensuite, quand elle atteint sa cible, elle doit exploser au moment de l'impact. Et c'est là la difficulté. Ces balles de poivre sont projetées par des fusils spéciaux. Le SA-200 semi-automatique a une précision de 18 mètres. On trouve ensuite le TAC-700, qui peut tirer jusqu'à 700 balles à la minute, c'est-à-dire 12 à la seconde. Lors des exercices avec ces armes, chaque policier doit essuyer des tirs de balles au poivre. On a aussi des balles violettes qui sont remplies de poudre inerte. Elles sont utilisées pour les exercices. Comme ça, les policiers se tirent dessus avec et prennent conscience de leur impact. Ils utilisent également des balles vertes remplies d'une teinture spéciale. Elles servent à marquer les suspects particulièrement violents lors d'une émeute. Ça permet à la police de les interpeller plus tard. En pratique, comment fonctionnent ces balles? Qu'est-ce qui se passe? Je hais les flics!
Grâce à ce fusil de grande précision, le policier peut maîtriser l'individu tout en restant à bonne distance. Lâchez ça! Si le suspect refuse de se soumettre, le policier tire une rafale de balles au poivre qui explose au moment de l'impact. Quelques secondes plus tard, l'homme est beaucoup trop incommodé pour voir et respirer correctement. Heureusement, la capsaïcine 2, qui est identique à celle qu'on trouve dans la nature, est métabolisée par le corps et son effet finit par se dissiper. Mais s'il faut immobiliser un individu instantanément, la police dispose d'une autre arme. Avec son nom qui fait référence à Tom Swift, un personnage de science-fiction, voici le taser, un acronyme de Thomas A. Swift Electric Rifle. Il en existe deux versions, le M26 pour l'armée et celui-ci pour la police. C'est le taser international, le taser X26. Le taser envoie une impulsion électrique à travers deux dards en métal qui paralysent les nerfs et les muscles. Il envoie une décharge de 50 000 volts et les muscles de la personne touchée se paralysent. La personne est alors immobilisée et on peut procéder à son arrestation. Taser, taser, taser!